C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. J'aime bien cette phrase d'Orelsan qui dit « si c'est facile, tout le monde le ferait ». Et la chirurgie, c'est pareil. Bah, si c'est facile, vas-y, lance-toi. Si tu penses que le canal carpien, en 6 minutes, c'est jouable, bah vas-y, fais-le en 6 minutes si tu veux. Mais je pense qu'il va te falloir quelques années pour arriver à faire une prothèse d'épaule en 1 heure. C'est vraiment comme le sport, en fait. À la fin, on voit que le gars qui passe la ligne d'arrivée. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que la réussite, elle se travaille vraiment en amont, quoi. Sébastien El Saïr est chirurgien orthopédique libéral spécialisé dans les membres supérieurs. Depuis 2018, il est installé en libéral à Bourgoin-Jallieu, à côté de Lyon. Bonjour, j'avais rendez-vous avec le docteur El Saïr. Alors, il m'a dit que vous pouviez monter au bloc. Donc, Ouais. premier étage. Nous l'avons rencontré pour parler de rencontres inspirantes, de triathlon et d'Orelsan. Bonjour. J'ai su que j'avais envie de faire de la médecine en fin de première. J'étais paradoxalement pas du tout un élève brillant à l'école. J'étais issu d'une filière S, bien évidemment, mais j'étais surtout en sport-études. Et je misais beaucoup plus de choses sur le sport que sur les études. Et puis, une rencontre dans l'entourage de ma maman, et avec beaucoup de bienveillance. Il savait que j'étais peut-être un peu perdu dans mon orientation. Et puis, il m'avait dit, bah, écoute, si tu veux, viens passer quelques jours au sein de la clinique. À l'issue de cette rencontre avec cette personne, j'ai su que j'avais envie de faire de la médecine. Et au départ, bon, je parle de la médecine, mais je trouvais que tous les métiers liés à la santé, dans ces rencontres que j'avais faites pendant ces 3-4 jours, avaient du sens, que ce soit les infirmières avec qui j'étais resté, ou les infirmiers, les kinés que j'avais pu entrecroiser, les manipulateurs radio. Tout le monde avait l'impression d'être là pour quelque chose et marcher dans une direction. Et j'avais trouvé ça très envoûtant. Et j'en étais sorti en me disant « Ah ouais, c'est cool, le milieu médical, ça me plaît. » Je ne savais pas bien ce que j'allais faire encore, mais ça me plaisait. Bonjour, c'est le docteur El Saïr, ça va? Ça va et vous? Dites, vous voulez écouter de la musique en particulier ou vous vous fiez à nos goûts musicaux aléatoires? C'est soit vous, soit nous. Moi, je serai vous. Et deux jardins, il va nous mettre du rap français. Non. Vous savoir quoi faire. Vous avez le choix. On n'est pas libre de le respecter, mais vous avez aussi le choix. Est-ce que ça fait rien de chant comme ça? Parce que du coup, moi, j'ai jamais fait. Ouais, c'est bien comme ça aussi. Il y a les deux. Au fur et à mesure de mes stages, j'avais vraiment beaucoup aimé la neurologie et la rhumatologie. Il y avait une émulsion intellectuelle incroyable. C'était hyper intéressant. Tout le monde se prenait la tête sur les diagnostics, les images. Enfin, on sortait des diagnostics de folie corrélés à la clinique. Enfin, c'était passionnant. À l'issue de ça, après quelques semaines, je me suis nourri d'une autre délusion qui était de me dire que, en fait, les gens, on les guérissait pas, en fait. On trouvait des beaux diagnostics, on les soignait, mais ils n'étaient pas guéris. Il n'y avait pas cette action pragmatique. Et puis un jour, j'ai pas eu le choix, je suis allé en chirurgie orthopédique. C'était vraiment en plus un choix par dépit, quoi. Je me suis dit, ah purée, j'ai pas envie d'aller en orthopédie. C'est en plus à Échirolles, c'est l'autre bout de Grenoble. Dans le service du professeur Saragaglia, il était connu pour être dur et méchant, quoi. Je m'étais dit, c'est affreux. Je suis arrivé là-bas, j'ai cru que j'allais pleurer. J'ai rencontré le docteur Johan Barth, qui faisait de la chirurgie orthopédique et plus spécifiquement de la chirurgie du membre supérieur, et qui était passionné par ce qu'il faisait. Et effectivement, en passant quelques semaines dans le service, finalement, je me suis rendu compte que le professeur Saragaglia, effectivement, il était dur, mais qu'il était juste. Et que, en fait, c'était pragmatique, leurs actions. Cette action, elle était, entre guillemets, salvatrice, quoi. Les gens étaient guéris, en réalité. Ils avaient une fracture, par exemple, du pilon tibial. On les opérait et ils en guérissaient. Et j'ai dit, ah ouais, waouh, là, ça marche, en fait. Avec tes propres mains, avec une action presque mécanique, en fait, pas à travers une prescription ou à travers un médicament, on peut avoir une action directe en soulageant les gens et en les guérissant et en les aidant définitivement. Est-ce que vous avez des choses particulières à me dire? On est d'accord, moi je n'avais pas prévu de gestes complémentaires, j'étais parti juste sur le chirurgie de la cardiaque. Parfait, super. La sonde, elle est où? Ici. Vous l'avez pas allumée, hein, j'espère? Non. Parfait, super. Vous allez refaire une checklist? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté compagnonnage à la chirurgie en général, où on s'entraide, on s'appelle, on vient se voir, on s'échange,
Et ce côté-là, artisan aussi, on a des marteaux, on a des ciseaux, on a des gouges, on a des ancillaires qui nous permettent de modeler l'os et de le travailler. Pour moi, s'il n'y avait pas cette action pragmatique de construction, d'action dans ma vie, je perdrais sens. Allez-y alors, vous allez bouger votre pouce, allez-y, comme si vous vouliez bouger normalement, allez-y. Super, parfait, exactement, voilà. Tendez-le, ouvrez la main en grand. Très bien, ouvrez la main, voilà, ça c'est ouvrir, bien ouvert. Maintenant, essayez de toucher le pouce avec l'index. Parfait, le pouce avec le majeur. Très bien, le bout il est là. C'est vrai que c'est un peu difficile quand on ne se voit pas. Voilà, c'est ça le bout. Maintenant, l'annulaire. Détendez-vous. Colle le S s'il vous plaît. D'accord. Si j'avais pas ce contact avec les malades, mon métier il aurait que peu de sens finalement. Moi c'est vraiment mon moteur quotidien. Enfin, j'adore mes patients. Quand ça va bien, tout le monde est content. Mais quand ça va pas, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Vous pouvez faire une demi-journée de consultation. Vous voyez 20 malades post-op. Il y en a 19 qui vont super bien et qui vous disent « Ah merci docteur, il y a un jour, un après, la prothèse, pourquoi je ne l'ai pas fait? Oh la coiffe, c'est super, ça a cicatrisé, j'ai repris mon travail, nanana, mon canal carpien, je dors, super. » Il y en a un qui vous dit « Vous savez, j'ai encore un peu mal, ça tire, vous lui refaites faire une écho, une radio, enfin c'est rompu, c'est cassé, ça va pas. » Tout s'effondre. En fait, la vérité, c'est que la chirurgie, c'est l'école de la modestie, quoi. Vous pouvez réussir 99% des cas. Il y a un cas qui va pas bien, c'est celui-ci qui gagne. Si vous ratez la butée d'un jeune, vous lui ratez sa vie, quoi. Vous pouvez pas vous rater. Et ça, cette pression mentale, elle est vraiment difficile. On a énormément de choses extraordinaires dans notre métier, mais nous, quand on se trompe, on peut pas envoyer un reliquat par un autre transporteur. Vous pouvez pas faire une mage à distance. C'est mort, quoi. Le droit à l'erreur, il est quasi impossible dans la chirurgie fonctionnelle. Bah oui, on a parfois envie d'arrêter. Parfois, vous pouvez faire 20 patients parfaits. Vous en faites un qui va pas bien, c'est bon, c'est fini. Le château de cartes, il s'effondre, quoi. C'est pourquoi je fais ça. Mais attends, c'est moi qui lui ai fait ça. Ce qui me fait pas arrêter, c'est que si j'ai une complication avec un patient, je peux pas l'abandonner, quoi. Si y a quelque chose qui s'est pas passé comme on voulait, il faut aller jusqu'au bout pour que ça se passe bien, quoi. On peut pas abandonner les gens. J'aimerais pas qu'on m'abandonne, je le ferai pas pour quelqu'un d'autre. Et puis je sais pas ce que je ferais d'autre si je faisais pas ce métier, quoi. Moi, mon exutoire, c'est le sport. Je fais du triathlon. C'est en faisant du sport plusieurs fois par semaine que j'arrive à souffler. Ce sport de longue distance, d'endurance, me permet de rentrer presque dans un processus de méditation. D'essayer d'être dans une zone de difficulté et d'y remédier. C'est un peu comme la chirurgie finalement. Le patient, on l'ouvre, il faut le fermer. Et entre les deux, il faut que ça se passe super bien. Donc le triathlon, c'est un peu ça aussi. C'est vous prenez le départ, faut être finisher, quoi. Quel que soit le temps que vous allez mettre, peu importe, l'essentiel c'est de bien faire. Mais sinon, sans ça, je pense que j'exploserais. Pour le bloc opératoire, c'est comme une course en réalité. Il faut avoir bien dormi, il faut avoir bien préparé sa course, bien préparé sa journée, savoir quel patient on va opérer, ce qu'on va faire, le matériel il est bien présent, vous avez tout. Ça, c'est une checklist, ça répond à un rituel bien précis et qu'il faut savoir bien répéter et presque appris par cœur, quoi, et on le défile. En fait, le matin, je me réveille à 6h40, je prends mon petit déjeuner, je grimpe dans ma voiture. Je prends mon thé dans la voiture en écoutant un podcast. Et ensuite, après, j'arrive au bloc opératoire, je me change, je mets mes sabots. Je connais déjà mon ordre opératoire, je connais déjà quel patient je vais opérer. Je check le matériel en arrivant du premier patient et du deuxième patient. Je vais dans la salle de dictée, je pose mes affaires, je commence à rentrer dans mon logiciel métier, je vérifie mon observation, je regarde mes derniers calques ou mes planifications sur les prothèses d'épaule, j'imprime mes planifications, je vais dans la salle, j'affiche les planifications, je revérifie que les implants que j'ai planifiés soient bien présents, je les mets à côté des ancillaires
Et ensuite, après, derrière, je revérifie la position du patient qui est bien installé. Je vais me laver les mains, je me les brosse, je me les sèche. Et après, derrière, je retourne en salle, je vérifie que tout le check est fait. C'est de nouveau le docteur El Saïr, ça va? Oui, ça va, merci. Tout est bien? Là, je me frictionne les mains au gel hydroalcoolique. Je rentre dans la salle. Je mets mes gants à la dijonnaise, puis mon sarrau. Je ferme mon sarrau d'une certaine manière, un peu toqué. Et ensuite, après, derrière, on commence à installer le patient, on le rebadigeonne, on met les champs opératoires, et on se prépare. Et puis après, derrière, par l'intervention, et on défile. Voilà. T'as pas fait d'antilo? On est d'accord, hein, pas d'antilo. Nous sommes avec Madame Canalca. Non, pour une ténosynovite. Pour une ténosynovite, pardon, excusez-moi. À gauche, pas d'allergie particulière, antibioprophylactie non recommandée, elle a eu un wall. Parfait. J'ai mis en gauche, je sais pas si... Ouais, je vais me mettre en bas, vas-y. Vous avez bénéficié de combien d'infiltrations déjà? Une. Et puis après, vous avez eu aussi les attelles? Oui, les attelles. Ouais, ça n'a pas marché. Vous aviez pris les anti-inflammatoires aussi? Oui. Alors, Je pense que c'est bien entendu, quand même. de toute façon, on va l'entendre. Non, mais évidemment. Oui. Rassurez-vous. Est-ce que vous êtes bien installée, madame? Oui, ça va, merci. Est-ce que vous avez suffisamment chaud? Oui, ça va. Oui, ça va, hein, c'est... Oui, c'est bon. Hein. Donc nous, si vous êtes bien installé, vous avez suffisamment chaud, on va démarrer l'intervention, d'accord? D'accord, ok. Désolé, il n'y a pas d'incision, des choses comme ça. Oui. Mais parce que, en fait, on se rend compte avec le temps que c'est ce qu'on appelle un peu l'hypnose positive. On dit aux gens, voilà, ce qu'ils se sentent bien, ce qu'ils vont bien. Oui. On vérifie que l'anesthésie fonctionne. Et après, derrière, on leur dit pas, on va vous piquer ou on va vous inciser. Oui. Enfin, on véhicule pas des valeurs négatives, voilà, exactement. On D'accord. véhicule quelque chose de plutôt positif. On a démarré, on avance, on est dans le soin. J'aime bien cette phrase d'Orelsen qui dit si c'est facile, tout le monde le ferait, quoi. Enfin, c'est ça en fait. Et la chirurgie, c'est pareil. Bah, si c'est facile, vas-y, lance-toi. Si tu penses que le canal carpien en 6 minutes, c'est jouable, bah vas-y, fais-le en 6 minutes si tu veux. Mais je pense qu'il va te falloir quelques années pour arriver à faire une prothèse d'épaule en 1 heure ou une butée en 50 minutes ou un canal carpien en 6. C'est vraiment comme le sport en fait. Encore une fois, je garde cette allégorie. À la fin, on voit que le gars qui passe la ligne d'arrivée. On voit pas quand je suis arrivé à Dijon, que j'étais dans une chambre à l'hôpital général où je pleurais, quoi. Je pleurais littéralement sur mon lit. Il y avait une ampoule au plafond. Mon père, il avait une leucémie. Je le laissais à Grenoble. Je venais de perdre ma mère il y a 1 an. Je laissais ma copine du moment. Je partais de Grenoble. J'allais à Dijon. Je connaissais personne. Enfin, je suis arrivé avec ma Clio pourrie qui je pensais qu'elle allait lâcher sur la route. Et j'avais pas ma chambre d'internat. On m'avait prêté une chambre de dépannage. Je pouvais pas sortir mes affaires de chez moi. J'en pleurais. Je voulais faire de la chirurgie de l'épaule. J'allais voir Johan Barth à Échirolles. Je prenais une nuit d'hôtel sur mon temps perso. Tout ça, les gens le voient pas en fait. Les gens disent ah bah ouais, c'est bon, il fait une butée en 45 minutes, vas-y, c'est facile quoi. Ou il fait un canal carpien en 6 minutes. Ils voient pas en fait que moi je prends le train sur le lundi, je vais pas voir mes enfants de toute la journée. Je pars à 6h du matin, je reviens à 23h pour aller voir un gars qui est super fort à Nîmes, qui fait des canaux carpiens sous écho et je trouve ça génial et je vais le faire. Les gens ne le voient pas tout ça et je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que la réussite, elle se travaille vraiment en amont, quoi. Quand je pioche dans mes souvenirs, j'ai 2 patients qui me reviennent. Mon premier malade d'interne, que j'ai partagé avec mon co-interne. On s'est retrouvé le premier jour de notre stage à devoir aller aider notre patron sur une pancréatite aiguë qui a duré 6 heures. Le patient est resté 7 mois dans le service. Enfin, c'était rocambolesque, mais bon, il va super bien. Et j'ai malheureusement une autre image, mais triste. Ah, c'était dur. À Dijon, on était obligé de passer en neurochirurgie quand on était ortho parce que c'était eux qui faisaient la chirurgie du rachis. Et puis à une visite, je me souviens, je la voyais avec son petit bébé où elle était, je sais plus, j'ai cette image d'elle et je sais pas, le gamin, son enfant devait avoir 2-3 mois. Elle avait attendu d'accoucher
pour se faire opérer de sa tumeur cérébrale et du coup elle allait en mourir en fait. Et c'était terrible. Là, ce jour-là, je me suis dit, c'est bon, c'est sûr, je veux pas avoir de cancéro, quoi. Et ce choix, je l'avais déjà fait un peu en amont parce que ma maman est décédée d'un cancer digestif et je m'étais déjà dit, c'est bon, quoi. Je veux pas aller. J'étais déjà en médecine, c'était pendant l'internat, quoi, juste avant de passer l'internat. Je me suis dit, c'est bon, je veux pas faire. Enfin, je le dis aussi beaucoup, avec beaucoup de pudeur, mais peut-être d'honnêteté, mais. Je crois que j'ai choisi l'orthopédie parce que c'est une spécialité dans laquelle on n'est pas confronté en théorie à la mort. J'ai beaucoup de respect pour tous mes consoeurs et mes confrères qui côtoient ça. Moi, j'en suis incapable. Et c'est vrai que cette dame-là, là, je la vois dans sa chambre, là, à la visite, avec son enfant là, dans les bras. Je la verrai toute ma vie. Je me dis, waouh, quelle leçon de courage. Elle a attendu pour avoir son enfant, la porter. Enfin, ça me noue la gorge quand je vous en parle. Ouais. Plus je vieillis, plus je me rends compte de l'aspect social de la main, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on tend spontanément aux gens. C'est vraiment l'outil le plus important qu'on peut avoir. Il est la transmission de sa pensée, et la main est un outil magnifique qu'on utilise sans y penser toute la journée. Quant à l'épaule, je la vois surtout comme l'élément liant du membre supérieur avec le reste du corps. Et cette action, c'est une action dynamique vers l'avant. Et ouais, c'est comme ça que je la visualise. Aujourd'hui, en chirurgie en général, la tendance, elle est à la surspécialisation. Pourquoi ? Parce que en médecine, on a une obligation de moyens et non pas de résultats, bien évidemment. Mais pour offrir le meilleur des moyens, il faut en faire énormément. Vous ne pouvez pas prétendre à une spécialisée de l'épaule si vous faites, je ne sais pas, 3-4 prothèses par an ou 4-5 canaux carpiens par mois, quoi. Si vous voulez voir quelqu'un, vous venez le voir parce qu'il a un niveau d'expertise important. Et donc, que ce soit en chirurgie orthopédique ou j'imagine en viscérale ou dans d'autres spécialités, on se surspécialise et effectivement on se surspécialise par articulation. Alors logiquement, quand vous choisissez le membre sup ou le membre inf, bien après derrière vous dégagez quelques articulations. Moi effectivement, j'ai choisi de partir sur l'épaule, comme je vous l'ai dit, pour une histoire de rencontre. Peut-être que si j'avais rencontré quelqu'un d'autre et que j'avais eu beaucoup d'affection pour cette personne-là, aujourd'hui je serais peut-être chirurgien du genou. Je crois pas, mais j'aime pas du tout l'articulation du genou. Je sais pas, j'ai pas d'affection pour cette articulation-là. Mais non, mais j'adore ce challenge aussi parce que c'est une articulation entre guillemets récente. C'est une articulation moins connue que celle de la hanche et du genou. C'était à la base une articulation pour laquelle il y avait beaucoup moins de publications et maintenant c'est une articulation dans laquelle il y a plein de nouveautés, plein de publications, plein de travaux scientifiques et c'est vraiment un vrai challenge au quotidien, quoi. C'est pour ça que ça me plaît. Vous avez tous été opérés donc de la main aujourd'hui. Donc en fait les consignes, pour vous deux vous les connaissez parce que je vous avais déjà opéré de la main. Pour vous elles sont un petit peu différentes. Le but en fait c'est de laisser sa main plutôt vers le haut que vers le bas. Donc n'hésitez pas à mettre de la glace 4 à 5 fois par jour. Toutes les petites consignes, compte rendu opératoire, date et horaire des prochains rendez-vous dans vos enveloppes de sortie. Merci. Voilà, tac. Et puis Et antidouleur, on peut prendre dès ce soir dès ce soir, tout à fait, de manière régulière. C'est bien pendant les 3 premiers jours de bien prendre son traitement contre la douleur, même si on n'a pas mal. Est-ce que vous avez des questions en particulier ou pas, non ? Et la tête, c'est pendant 15 jours, c'est ça ? La telle, vous n'êtes pas obligé de la porter. Vous, c'est pareil, vous vous souvenez la petite attelle qu'on vous avait prescrite avec le pouce, Oui. plutôt que la nuit, d'accord ? Que la nuit. Oui, d'accord. Ah d'accord. Parce que ok. vous, au contraire, il faut favoriser le mouvement. C'était bien inflammé, votre histoire. Ouais, j'ai eu mal, hein. Ouais. J'ai senti quand même. Ça, hein. c'est la faute des anesthésistes. Non, je charrie, bien sûr. Non, mais non. Bien sûr. Non, mais parfois, les gens n'ont pas le même seuil d'inflammation, donc les gens ne peuvent pas, en fait, avoir la même anesthésie, entre Et puis guillemets. comme ça durait depuis un an, Ouais, ça va. est-ce que ça a été un peu long avant d'opérer ou... Non, parce qu'il faut toujours Non. respecter la chronologie dont je vous ai parlé. Ah, Traitement ouais. médical, attelle, infiltration, Ah, traitement oui, donc médical, j'ai eu échec, tout ça. chirurgie. Et ça vous emmène à un an, effectivement. Ah On peut oui. pas vous proposer une chirurgie d'emblée quoi, sur cette Oui, oui, indication. bien sûr, oui. Parce qu'il y a plein de gens que j'opère pas, que je vois à la consultation pour les motifs Mmh. que vous avez et que Oui, j'opère pas. et moi j'ai pas eu de chance, il a fallu opérer.
Vous avez fait la chambre d'un chirurgien? J'espère que la deuxième fera pas pareil. Non. Non. Ne vous inquiétez pas. Les autres patients sont Juste dans l'autre salle? Voilà, dans le grand Allez, ça salon. marche. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée, bon retour. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais... Si je devais dire quelque chose aux jeunes médecins que j'ai été, ce serait... Ouais, vas-y, fais-le. Parce que même si aujourd'hui c'est difficile, notre métier il est critiqué de partout. J'ai une chance terrible. Enfin, mon métier, je l'aime tellement. Et j'ai rencontré plein de gens extraordinaires et c'est super. Enfin, aujourd'hui, je crois que le luxe dans notre société, c'est d'aimer notre métier et de tous les jours s'améliorer et de gagner au contact des autres en expérience, en apprentissage. Et ça, j'avoue que en médecine, c'est super, on l'a quoi. Ça, c'est cool. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef, Alice Deschenaux, et le rédacteur en chef adjoint, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!